Salut et bienvenue sur Le Feedback. Cet épisode est consacré à la rédaction et notamment à la rédaction des mémoires UE7, mémoires professionnelles en DSCG. Il peut largement être utilisé cet épisode pour rédiger son rapport de stage. Nous allons aborder dans cet épisode les règles de mise en forme grâce à l'outil incontournable qu'est Word. Je vais vous donner un maximum de conseils, de tips pour que vous soyez hyper à l'aise et que vous gagniez les points qui sont consacrés à la mise en forme. Allez, c'est parti, on me suit. On me suit avec ce diapo, vous me suivez également avec Word et vous me suivez également avec un exemple. Ok? Allez, on rédige un mémoire. Il est impératif que vous commenciez par insérer une page de garde. Et donc pour insérer une page de garde, on va dans Word et c'est pas compliqué. On clique sur Insertion, on va dans Page de garde et on choisit sa page de garde. Alors vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez bien sûr créer vos propres pages de garde, aucun problème. Vous avez des choix qui vous sont proposés. Voilà, donc vraiment c'est open et vous choisissez ce qui vous arrange. Vous avez des zones texte qui vous permettent d'écrire UE7, mémoire, etc. Vous pouvez mettre le titre de votre sujet. Vous avez un pied de page, vous allez pouvoir mettre vos coordonnées, le nom de l'entreprise, un logo, etc. Donc ça c'est vraiment libre, mais surtout vous n'oubliez pas de la faire. C'est le premier contact, c'est le premier visuel, c'est soigné, c'est clean et c'est sobre. Si on regarde donc le mémoire que je vais utiliser pour illustrer au mieux ce que je vais pouvoir vous raconter. Voilà, exemple d'une page de garde hyper sobre avec 3 couleurs à gauche, le nom de la personne, le titre, donc l'épreuve, UE7, le titre, le logo de l'entreprise, la session, voilà, vous voyez, c'est sobre, voilà, ça suffit largement. Je rappelle que Léa Verdier a eu 20, donc globalement, on peut considérer que sa forme et que le fond était nickel chrome. Allez, on continue. De quoi on parle et qu'est-ce qu'on doit rajouter dans son mémoire sur la forme? On doit rajouter une note de confidentialité. Une note de confidentialité qui va vous permettre de rappeler que tout ce qui figure dans votre mémoire n'est destiné qu'à l'épreuve de DSCG UE7, mémoire professionnelle, et que l'utilisation, la diffusion est interdite sans votre autorisation. Vous n'oubliez pas que vous êtes engagé vis-à-vis de vos répondants à de la confidentialité. Il faut le rappeler aussi aux membres du jury. Donc ça va nous donner par exemple dans un mémoire, eh bien on va retrouver cette note de confidentialité dans la présentation. Vous voyez, on va la retrouver, j'ai dû la passer, oups. Et donc du coup, ma note de confidentialité, elle est par là, pardon, là, ici, excusez-moi, note de confidentialité qui rappelle effectivement que la consultation, la diffusion est limitée ici aux membres du jury et que si on veut diffuser, eh bien il faut demander l'autorisation. Voilà. On retourne dans notre diapo pour continuer la présentation en vous rappelant que vous devez faire figurer une attestation. Une attestation, c'est impératif, c'est obligatoire, ça vous sera rappelé quand vous allez vous inscrire. Il faudra d'ailleurs la déposer sur Cyclades et vous devrez également, donc pour cette attestation, la faire figurer dans votre mémoire. Et la voici. Donc une attestation de stage si vous êtes stagiaire, attestation d'emploi si vous êtes salarié, attestation de travail ou certificat de travail, donc ça concerne tous les autres statuts, que vous soyez en CDI, en alternance, bref. Cette attestation, je n'arrive pas à le dire, cette attestation est sur papier, à en-tête, elle est datée, elle est signée, elle est tamponnée. Et elle doit donc rappeler que ça vous concerne vous, avec des informations et notamment vos dates d'entrée et si c'est précisé, vos dates de sortie, notamment ça concerne les alternants. Si bien sûr vous êtes en CDI, il n'y aura pas de date de sortie. Normalement, dans une attestation, on est censé voir les tâches, enfin avoir l'énumération des tâches que vous devez accomplir. Donc ça, c'est ce qui est écrit effectivement dans les textes. Ici, vous voyez que ce n'est pas le cas. Bien sûr, c'est rarement un obstacle, mais si vous pouvez, c'est beaucoup mieux que la personne qui est chargée de réaliser l'attestation indique les missions que vous êtes tenu de remplir dans le cadre de votre alternance ou de votre activité professionnelle. Allez, on repart dans notre présentation et une fois qu'on a parlé attestation, il ne faut pas que vous oubliez non plus de parler des remerciements. Les remerciements, c'est donc tous les messages le message que vous envoyez à tous ceux donc à qui vous devez quelque chose dans le cadre de ce travail. Vous devez quelque chose
à la personne pour laquelle vous travaillez, à votre employeur, à l'expert comptable, au collaborateur avec qui vous avez réalisé des missions, dont la mission qui vous a permis de faire sortir un sujet, le sujet de votre mémoire. Vous devez aussi remercier, et c'est important, toutes les personnes qui vous ont accompagné dans la réalisation de ce mémoire, notamment et surtout, j'ai envie de dire, ceux qui ont répondu, tous ceux qui ont passé du temps pour répondre à vos entretiens, tous ceux qui ont passé du temps à répondre à vos questionnaires. Donc là, impératif de les remercier. Bien sûr, vous pouvez donner des noms pour les personnes professionnelles, notamment qui vous ont accompagné, dès lors qu'elles sont d'accord pour le faire. Et vous pouvez aussi remercier les personnes qui vous ont accompagné dans la réalisation de l'exercice, un enseignant par exemple, une école, vous ne nommez personne. Donc vous pouvez indiquer que vous remerciez votre ou vos professeurs, votre école, sans jamais les nommer. Là-dessus, vraiment, j'attire votre attention, ne nommez personne dans l'accompagnement donc à la réalisation de ce travail. Ensuite, il va falloir aussi que vous abordiez peut-être un avant-propos qui va indiquer quelles sont les modifications que vous avez apportées entre le moment où vous avez rédigé votre notice et le moment où vous rédigez votre mémoire. Pourquoi? Eh bien parce que l'enseignant-chercheur a peut-être indiqué que vous deviez apporter des modifications sur, je ne sais pas, la problématique, sur le plan, sur la bibliographie, etc. Dans tous les cas, quoi qu'il vous ait demandé, vous devez en tenir compte. Et donc, vous avez montré tout de suite que vous en tenez compte. Donc, vous allez réaliser un avant-propos, un préambule ou quelque chose qui s'appelle modifications apportées. Vous allez pouvoir rédiger un paragraphe si vous le souhaitez, comme c'est illustré à gauche de la diapo. Vous pouvez faire plus sommaire avec des informations précises. Et on peut même imaginer que vous fassiez un tableau avec une première colonne qui indique version d'origine dans la notice, puis les remarques de l'enseignant-chercheur dans la colonne du milieu, et à droite, eh bien, faire apparaître les modifications apportées pour montrer comment vous avez fait évoluer votre proposition initiale de la notice suite aux recommandations de l'enseignant-chercheur et quelle est la version finale que cela donne dans le cadre de votre mémoire. Vous devrez aussi avoir un sommaire. Et donc là, il va falloir qu'on aille dans Word pour savoir comment on fait un sommaire. Allez, on est parti dans Word. Dans Word, donc, on a déjà commencé avec donc, notre page de garde et nous allons donc devoir faire un sommaire. Donc là, je n'ai rien paramétré, j'ai juste écrit sommaire pour gagner un peu de temps. Pour faire des sommaires, il est impératif que l'on aille dans Accueil et qu'on aille dans la partie Style, ici dans la barre des tâches. Et on va commencer, on va paramétrer tout ce dont on a besoin. Vous allez paramétrer votre mode normal. Le mode normal, c'est le mode dans lequel vous écrivez. Vous allez cliquer bouton droit sur Normal et vous allez aller dans Modifier. Et dans Modifier, vous allez vous assurer de la police de caractère, de la taille de la police, de la couleur de la police. Et donc là, eh bien, vous allez choisir la police. Moi, j'ai choisi Calibri. Choisissez une police sobre. Vous pouvez choisir Arial, vous pouvez déjà choisir Times, par exemple. Et vous allez choisir la taille de la police. Donc, ça peut être 12. 12, moi, je trouve que c'est vraiment gros. Vous pouvez écrire en 11. 11, c'est largement lisible et c'est clean. Voilà. On choisit la couleur. Noir, vous faites attention surtout à ne pas cocher ni gras, ni italique, ni souligné. Et vous faites attention ici à bien sélectionner cette zone ici, c'est-à-dire que vous écrivez en mode justifié. Pas à gauche, pas à droite, pas centré, justifié. Et ensuite, vous allez dans Format. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous paramétriez vos interlignes. Donc là, vous allez dans Paragraphe. Et dans Paragraphe, vous allez donc choisir, donc là, je vais enlever ça pour pas que ça nous dérange pour l'instant. Vous allez choisir un interligne. Donc, je vous conseille de choisir multiple. Alors, bien sûr, un 5 existe. Hein, vous pouvez choisir un 5. Moi, je trouve qu'un 5, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup, même si on peut entendre que c'est un 5. Donc, moi, je pense qu'on peut descendre multiple. Sur ce, pardon, vous allez choisir multiple. Et vous allez choisir, moi je pense que 1,3 c'est bien. 1,3, 1,4, vous pouvez bien sûr choisir les 1,35 comme ça entre les deux. Ça c'est un peu moins grand que 1,5. Il y a quand même un espace qui permet une lecture aisée et ce n'est pas trop réduire l'interligne de 1,5 que d'aller à 1,35. Ensuite, vous allez regarder cette phrase-là, vous voyez, ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style. Vous allez au contraire ajouter un espace chaque fois que vous changerez de paragraphe. Et vous allez indiquer que vous voulez un espace, par exemple, de 6 points. Ce qui veut dire que quand vous allez changer de paragraphe en tapant sur la touche Entrée, le paragraphe suivant sera espacé du dernier paragraphe de 6 points. Vous pouvez bien sûr choisir 12 points. Et si vous voulez choisir 8 points, il va falloir l'écrire à la mano. 8 points, ok? Et là, on va cliquer sur OK. Et encore une fois sur OK. Ce qui fait que là, par exemple, si je rédige quelque chose comme ici, hop, je rédige, première ligne, hop, justifié, deuxième ligne, pof, justifié, hop, point. Et là, je vais changer de paragraphe, je vais donc appuyer sur la touche Entrée et hop,
ça me fait un espace plus grand que mon interligne de 1,35. J'ai rajouté donc 8 points, enfin Word, moi j'ai rien rajouté, et voilà mon deuxième paragraphe. Vous voyez bien que du coup l'espace par rapport au premier est beaucoup plus important que l'interligne de 1,35. Voilà, ce qui fait que ça va aérer vos paragraphes et ça va donc apporter, c'est assez esthétique je trouve, et ça apporte de la clarté. Donc on a travaillé le mode normal, il est paramétré et c'est ce mode normal avec lequel vous allez écrire. Mais il faut que vous créiez des titres. Donc pour les titres, il faut que vous les paramétriez ici pour qu'ils apparaissent aussi dans votre sommaire. Il faut des titres, par exemple, pour remerciements, pour notes de confidentialité. Il faut des titres que vous allez utiliser pour le grand 1, présentation, grand 2, etc. ou le 1.1 et tout ça. Il faut les paramétrer. Donc on va commencer par le gros titre, celui qui ne se numérote pas et qu'on utilise pour sommaire, page de garde, table des matières, annexes, enfin table des annexes, etc. Il s'appelle titre 1. Titre 1, bouton droit, vous allez cliquer sur modifier. Et là, vous allez choisir ce que vous voulez, comment vous voulez que votre titre 1 soit. Moi, je veux toujours qu'il soit centré. Je pense que c'est le seul titre. Comme il n'est pas numéroté, il est rarement long. C'est ce titre qu'on peut donc vraiment centrer. C'est le plus gros des titres. Donc, c'est celui de la taille dont la police sera la plus élevée. Donc, par exemple, 18. Vous pouvez faire 20. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Mais vous pouvez aller jusqu'à 20, je pense, c'est pas un problème. Et lui, pour moi, il doit être en gras. Et vous pouvez ici choisir des couleurs. Vous pouvez faire un dégradé de couleurs sans délirer non plus. Vous n'avez pas de faire ni dans le rouge, ni dans le orange. Voilà, mais vous pouvez faire un dégradé. Moi, j'aime bien les dégradés dans les tons bleus. Ce bleu-là ou ce bleu-là, comme vous voulez, par exemple celui-là. Voilà, hop. Et donc, c'est parti. Donc, ce titre, il est centré. Il ne tient jamais sur 2 lignes. Donc, je n'ai pas besoin de paramétrer plus de choses que ça. Il est centré. J'ai ma couleur. Je fais OK. Ensuite, donc ça, ce titre 1, ben, c'est celui que je vais utiliser, par exemple, pour sommaire. Hop. Et donc là, je m'aperçois que je ne l'ai pas centré. Donc du coup, je me dis, ah, comment ça, je ne l'ai pas centré? Eh bien non, je ne l'ai pas centré. Donc, je le centre et je fais OK. Hop, il est centré. Donc, vous pouvez toujours modifier. Chaque fois que ça ne vous plaît pas, vous pouvez modifier. Hop, voilà. Et donc, chaque fois que je vais appliquer titre 1 là où je veux, ça va faire apparaître donc mes titres 1 tels que je les ai paramétrés. Il est hors de question que dans Word, bien sûr, les remerciements soient sur la même page que note de confidentialité ou que sommaire. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est qu'il faut impérativement que vous alliez sur une autre page. Et je ne voudrais pas que vous fassiez ça pour aller sur une autre page. Ça, c'est monstrueux. Voilà. On fait CTRL, Entrée et hop, ça saute la page. Voilà. Ici, même chose. CTRL, Entrée. Et je suis sur une nouvelle page. Vous voyez que je n'ai pas besoin de taper 800 fois sur la touche Entrée pour changer de page. CTRL, Entrée. Ça crée un saut de page. Vous voyez, le saut de page, il est là. On le voit. D'ailleurs, pour faire figurer tout, vous voyez, tous mes petits bitoniaux qui peut-être vous gênent, mais vous permettent de vraiment manipuler Word avec aisance et de savoir exactement ce que vous avez fait. Vous allez cliquer là-dessus. Là, ça le fait disparaître. Là, ça le fait apparaître. J'ai un saut de page. Ça explique pourquoi en dessous, je n'ai plus rien et que je vais ensuite à la page suivante. Voilà. OK. Acronyme titre 1 aussi. Voilà. Saut de page. Table des figures, ça sera un titre 1 aussi. Et je vais ainsi avoir une table, voilà, table des tableaux, présente. Et donc là, ce n'est plus le cas. Voilà, donc ça on a paramétré les grands titres, voilà, que je vais utiliser aussi pour introduction, pour conclusion, conclusion générale, bibliographie, tout ça. Ensuite, vous devez paramétrer les titres qui vont vous permettre de rédiger votre plan, donc les grands 1, les 1, 1.1, etc. Donc ça, c'est plutôt donc, dans la présentation. Donc le titre, il est ici. Vous allez cliquer bouton droit aussi et vous allez le paramétrer. Donc moi, je garde ma police Calibri. Il sera moins gros que le précédent. J'étais en 18, je tombe en 16. Et je vais choisir une nuance de bleu différente. Donc par exemple, tout à l'heure, j'étais sur celle-ci, là. Voilà. Donc là, je vais prendre un peu plus clair. Donc je vais prendre par exemple, je ne sais pas... celle-ci. Alors après, si vous voulez, hein, vous pouvez aller dans la palette des couleurs, dans autres couleurs, et vous pouvez choisir ici les nuances que vous voulez. Vous voyez, donc je peux prendre un peu plus clair, mais pas trop clair. Je fais OK, voilà. Et donc là, ça va, donc c'est ma police. Je préfère que là, par contre, pour les titres comme ça, grand 1, petit 1.1, 1.1, 1.1, à gauche, aligné gauche, et pas centré, et pas justifié. Et vous allez dans format. Et dans format, vous allez aller encore dans paragraphe et vous allez vous assurer qu'il y a un espace avant et après le titre pour que toujours il y ait suffisamment de clarté et de mise en valeur du titre. Avant 12 points, après 12 points. Et on n'a pas besoin de faire multiples là parce qu'un titre, ça tient rarement sur
comment dire, sur plusieurs lignes. Alors, si jamais vous en avez un qui dure sur plusieurs lignes, par contre, vous préparez un espace et vous pouvez faire un espace peut-être de, comme c'est du titre, hein, c'est pas du texte, enfin, c'est pas de votre rédaction, vous pouvez faire 1-2 par exemple. Voilà, donc ça, c'est mon grand titre, donc qui va être là. Et donc, je n'oublie pas, donc ça, je fais OK. Hop, j'ai tapé 1-2. Ah oui, j'ai mis un point. Et c'est pas, il n'aime pas les points, il n'aime que les virgules. Hop, virgule. OK. Comme c'est un titre que je veux numéroter, je vais aller dans Format. Et dans Format, vous allez aller choisir Numérotation. Et vous allez choisir la numérotation que vous voulez. Celle que vous avez choisie. Numérotation, par exemple celle-ci. On fait OK. OK. Et donc, par exemple, présentation de l'entreprise, c'est un grand 1. Donc, ah, je me suis trompée. C'est mon titre 2. OK. Présentation d'émission. Alors, ça serait ça. Et après, j'ai peut-être mon sujet qui va venir plus loin. Voilà, donc voilà, j'ai paramétré mes grands titres. Organisation, c'est pas un titre 1, c'est un titre, donc ça va être un titre, ça va pas être le grand 1, c'est un titre de niveau inférieur, donc ça va être mon titre 3. Modifier, même chose, je vais le paramétrer. J'écris en calibri, comme c'est un titre inférieur, taille de police plus petite. Je le garde toujours en gras, parce que ce sont des titres importants, il faut qu'ils soient bien visibles. Et donc, je vais choisir une autre nuance de bleu. Donc, je prends par exemple ce bleu-là, mais je vous rappelle que vous pouvez bien sûr choisir dans la palette des couleurs une autre nuance de bleu que celle qu'on avait. Donc, peut-être qu'on peut être un peu moins foncé, voilà, un peu plus foncé, pardon, et je fais OK. Donc, il va s'appeler 1. Donc là, je vais aller dans Format, je vais vérifier donc ses espacements. Donc lui, il a un espacement de 8 points avant, 8 points après, c'est pas mal, ça me semble suffisant. Et parce que c'est un titre moins important, donc j'ai moins besoin de le mettre en valeur. Je garde peut-être mon multiple, mais normalement, j'ai pas besoin qu'il soit aussi grand, donc je peux rester sur, comme tout à l'heure, sur si jamais je l'écris sur 2 lignes, mais normalement, ça ne sera pas le cas. Je peux garder mon 1,25 par exemple. Et là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler un peu vers la droite pour montrer que c'est un sous-titre, et enfin par rapport au titre précédent. Et donc, je vais le décaler. Vous voyez, par exemple, si j'étais à 0, regardez bien le texte qui est ici, présentation de l'entreprise. Là, si j'augmente la valeur numérique ici, à gauche, regardez en bas ce qui se passe, ça va se décaler à droite. Donc, par exemple, pour ce niveau-là, je vais donc lui accorder un point d'espacement de décalage à droite, 1 cm. Et là, je vais faire OK. Je n'oublie pas de choisir ma numérotation. Donc, dans Format, Numérotation. Donc là, il faut aussi que vous choisissiez la numérotation qui vous convient, que vous pouvez paramétrer ici d'ailleurs. Donc là, par exemple, je vais prendre enfin ça, voilà, par exemple celui-là, et je vais faire OK. Et il m'a choisi, donc normalement, donc la police, la couleur, l'espacement, on le voit bien ici. Hop, je fais OK. Alors, présentation de l'entreprise, c'était un grand 1, et organisation, c'est un sous-titre, donc c'est à l'intérieur, donc ce sera mon titre 3. Il a bien choisi, donc vous voyez qu'il y a bien un décalage entre mon grand 1 et mon grand A. Présentation d'émission, hop, je continue, et vous voyez que tout seul, il fait la numérotation, c'est bien aligné, c'est les mêmes couleurs, la même police, il n'y a aucune erreur qui est faite dans la mise en page. Si vous avez besoin d'un autre niveau de titre inférieur, vous allez donc déployer, vous allez prendre le titre 4. Que vous allez paramétrer aussi en calibri. Ce sera plutôt une police 12 par exemple. Vous choisissez aussi votre couleur, celle-ci par exemple. Alors celle-ci elle est très pâle. En fait, attention à ne pas choisir trop pâle. Donc pour l'instant, je vais garder celle-ci. Comme du coup, je ne veux pas qu'elle soit en italique, moi parce que je déteste les polices en italique, sauf, donc, et en plus l'italique dans un mémoire, c'est plutôt pour les insertions, c'est pour les verbatims, c'est quand vous allez prendre des extraits de vos articles, donc on les met entre guillemets en italique, donc je pense que c'est pas du tout la peine de prendre des titres en italique, il y a assez de ce que vous allez utiliser dans le corps de votre mémoire en italique pour ne pas l'utiliser dans vos titres. Donc vous allez faire ça, et là dans Format, même chose, c'est un titre, vous allez définir donc dans paragraphe, vous devez le décaler, de combien vous le décalez. Donc le titre précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était 1. Donc là, on va faire par exemple 1,5. Avant, après, moi je pense que c'est pas assez, donc on va garder 4. C'est bien qu'il y ait de la place au-dessus et en dessous, 4. On peut garder notre multiple si jamais ce titre s'étale sur 2 lignes, mais normalement ça ne sera pas le cas. Et vous allez aller, donc on fait OK, et vous allez aller dans Format, et dans Format, vous allez penser à votre numérotation, et vous allez choisir votre numérotation, par exemple un petit 1, voilà, ou autre, vous pouvez paramétrer ici, et vous allez faire OK. Et normalement, je pense qu'on est pas mal, et je vais faire OK. Et donc, ça veut dire que si là, je décide de faire structure, voilà, j'écris n'importe quoi, et que structure, donc c'est une sous-partie de mon grand A, et donc, voilà, structure, je me mets là,
et donc je vais choisir mon titre K, et voilà, il a bien numéroté, on voit bien que ça suit mon espèce de diagonale, c'est donc, et là on voit bien que c'est beaucoup trop clair, hop, ok c'est trop clair, je retourne là, je fais modifier, et je choisis une couleur un peu plus soutenue, je vais prendre par exemple celle-ci, et je fais ok, et regardez, bah, tout de suite il a changé, et on est bon. Voilà, donc là on a paramétré donc plusieurs niveaux de titres, on est jusqu'au titre 4, vous pouvez faire 5 et vous pouvez en créer d'autres bien évidemment. Donc je pense que pour ce qui est du paramétrage des titres, vous êtes OK. Je pense qu'on est OK. Pourquoi c'était important? Je vous l'ai dit, le paramétrage des titres pour faire votre sommaire. Donc j'ai préparé tout à l'heure un titre qui s'appelle sommaire. Voilà. Dans le sommaire, il n'y a que le sommaire. Donc c'est pas la peine que j'ai du texte. Ça, je sais que c'est pas sur la bonne page. Hop, je l'enlève. Et donc dans mon sommaire, je vais donc pour créer mon sommaire, là je vais aller dans références et je vais insérer une table des matières juste ici à gauche. Dans table des matières, je vais donc faire une table des matières, donc là je vais supprimer parce qu'a priori il y en a une, hop je la supprime et là je vais la rajouter, table des matières. Et donc je vais donc insérer une table des matières. Ça peut être une table automatique, ça peut être une table des matières personnalisée, hop, personnalisée. Donc je vais ne faire figurer dans le sommaire que les 3 premiers mots de titre, ici, 3. Je vais faire attention à ce que bien mes numéros de page en face de chacun de mes titres. Word ne se trompe pas, donc c'est toujours bien présent. Afficher les numéros de page à droite, c'est ce que je choisis. Moi j'aime bien les petits points, mais bien sûr Word vous propose autre chose, mais les petits points c'est bien. Et vous vérifiez, vous pensez bien à cocher, si ce n'est pas déjà fait, normalement c'est fait automatiquement, que vous utilisiez des liens hypertextes. Pourquoi? Pour pouvoir circuler dès le sommaire et renvoyer directement au titre dans le corps de votre mémoire. Vous avez la possibilité de faire plus, mais je pense que c'est déjà pas mal, et on fait OK. Et regardez, alors du coup, là il m'a mis sommaire, il me l'a mis en titre, et c'est bizarre. Donc en fait, ça je ne veux pas que j'ai sommaire ici en titre et sommaire ici à l'intérieur. Donc qu'est-ce que je vais faire? En fait, ici, je veux pas qu'il soit en mode titre. Donc je vais l'écrire en mode normal, et ensuite je vais tricher. Je vais donc utiliser la police Calibri taille 18. Je vais bien prendre la bonne couleur de police, je vais bien le centrer comme les autres, et je vais prendre la bonne couleur de police que j'ai utilisée pour sommaire, et du coup c'était je crois celle-ci, et je vais le mettre en gras, et donc j'ai écrit comme les autres, et là je vais regarder, je vais vérifier, ah non, j'ai écrit en petite majuscule, vous avez vu c'est écrit en petite majuscule. Pour écrire en petite majuscule, on va dans cette icône là, vous voyez avec la grande lettre majuscule et le petit a minuscule, et là vous allez écrire donc vous allez pouvoir écrire en capital par exemple, hop, et c'est bon, sommaire. Et vous voyez que du coup c'est écrit comme les autres. Alors ici, vous voyez, c'est écrit en ce qu'on appelle en petite majuscule, et donc je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, quand on va dans le mode titre, on va dans modifier, et ici en fait vous pouvez choisir donc le type de police que vous allez choisir, et dans ce type de police, hein, vous allez retrouver ici police, et là vous avez donc, voyez, petite capitale, grande capitale, regardez ce qui va se passer juste là dans sommaire, capitale en grand, petite capitale, et donc ça veut dire que eh bien, les capitales seront de plus petite taille, ça peut être plus joli, mais vous pouvez choisir capitale bien évidemment, aucun souci, on va choisir capitale par exemple, ok, voilà, il a écrit tout en capitale de la même taille, voilà. Donc j'ai mon sommaire, et donc du coup, par exemple, vous voyez, j'avais ce sommaire qui apparaissait. Je viens de supprimer ce titre-là, hein, là j'ai triché, je suis en mode normal, mais j'ai utilisé une taille de police et une couleur de police différentes. Donc là, je vais faire bouton droit, mettre à jour les champs, pardon, hop, toute la table, ok. Et comme ce titre, vous voyez, je l'ai supprimé, il a disparu. Vous retrouvez ici titre remerciement, note de confidentialité, attestation, acronyme, tous ceux que j'avais créés. Et vous voyez qu'on ne voit pas le petit 1 ou les petits 2, ça s'arrête donc à juste ce niveau de titre là, 3 niveaux de titre, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Votre sommaire devra tenir sur une page. Si jamais il déborde, vous pouvez le paramétrer une fois que vous aurez fini. Il faudra l'actualiser régulièrement. Pour actualiser votre sommaire, vous cliquez sur votre sommaire n'importe où et vous faites mettre à jour les champs et vous faites mettre à jour toute la table et vous faites OK. Comme ça, votre sommaire, quand vous l'actualisez, il intègre toutes les modifications de titre, de pagination et il est parfaitement aligné avec les choix que vous avez faits dans la rédaction de votre mémoire. Si je veux me rendre directement, et bon, je vous ai fait mettre des liens hypertextes, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous cliquez et hop, ça envoie directement.
D'accord? Donc ça, c'est important, ces liens hypertextes. Ça permet à celui qui va lire votre mémoire de pouvoir circuler rapidement entre, donc, entre le sommaire et le contenu de votre mémoire. Donc ça, qu'est-ce que ça donne dans le cadre du mémoire? Eh bien, si on va dans le mémoire de Léa, on voit bien qu'on a notre sommaire. Et voyez bien qu'il tient sur une seule page. Vous y retrouvez les différents niveaux de titres. Donc, et on voit bien, les titres, on va les retrouver effectivement. Alors, hop, excusez-moi, voyez, le lien est d'hyperactivité. Voyez, quand il y a la petite main, le petit doigt, ça veut dire qu'on peut y aller. Donc, si je clique, hop, je me retrouve bien au bon niveau de titre. Voilà, donc ça permet au lecteur de se promener dans votre mémoire. Vous lui apportez du confort et c'est hyper important que ce soit confortable pour le lecteur. Allez, on retourne dans Word. Donc, on a fait notre sommaire, on a paramétré. Votre sommaire sera automatisé, il ne comportera aucune erreur. Je vous rappelle donc les tailles de titres pour chacun des niveaux de titres, des conseils et donc ce que vous devez mettre avec quelle police. N'oubliez pas, Word est votre meilleur ami. Il va vous permettre de faire quelque chose de super clean, sans erreur, confortablement. Vous devez, dans votre mémoire, faire figurer vos acronymes. Les acronymes, donc, ce sont toutes les abréviations, toutes les abréviations, pas les abréviations, pardon, tous les sigles qu'on utilise et qui veulent dire quelque chose, comme DCG veut dire diplôme de comptabilité et de gestion. Il faut indiquer au lecteur, avant de commencer, que vous utilisez dans votre mémoire des acronymes. Vous allez tous les lister au fur et à mesure que vous les employez. Vous leur donnez bien sûr leur signification, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ils sont classés par ordre alphabétique. Voilà, donc la table des sigles. Les sigles sont donc, il y a un titre, hein, forcément, comme vous pouvez le voir ici dans le mémoire, par exemple. Voilà, ici, si je reviens au début du mémoire, je vais retrouver ma table des sigles. Voilà, mes acronymes. Ils sont bien classés par ordre alphabétique. Ils sont ici. Et donc, ils commencent bien par un titre. Et d'ailleurs, pour le vérifier, il suffit d'aller dans le sommaire. Et qu'est-ce que je vais trouver dans le sommaire? Hop, je vais retrouver donc mes acronymes. Ici, liste des acronymes, page 8. Est-ce que c'est vrai? Je clique. Hop, c'est juste là. Et c'est bien page 8. Ils sont là. Allez, on continue. Il faut aussi que dans votre mémoire, il y ait vos tables. Table des illustrations, qu'on peut appeler aussi table des figures, table des tableaux et table des annexes. Donc on va parler maintenant table. Une figure, c'est un schéma, par exemple, c'est une illustration. Un tableau, ben vous savez, c'est un truc qui est rectangulaire avec des colonnes et des lignes. Normalement, ça, vous devez savoir ce que c'est. Donc, je vais vous montrer comment on fait. On va dans Word. On est parti dans Word. Ça, c'est une figure. Donc, cette figure-là, vous ne pouvez pas laisser dans votre mémoire des figures sans titre. Donc, vous allez pour cela aller dans Références. Donc là, on est sur la figure, hein, vous la sélectionnez. Vous allez dans Références. Et dans Références, vous allez insérer une légende. Vous insérez une légende. Elle s'appelle Annexe 1. Non, ce n'est pas une annexe. Donc, vous allez dans Étiquette. Et vous choisissez le mot figure, parce que ça, c'est une figure. Et tout de suite, Word vous propose un numéro. Figure 1, ben oui, c'est ma première figure. Et je vais lui donner un titre, tête. Vous n'oubliez pas aussi d'indiquer votre source. Hein. Il faut impérativement dans votre mémoire de DSCG indiquer les sources de vos documents, de ce que vous utilisez. Et donc là, la source de la figure, et là la source, eh bien c'est Word, parce que j'ai pris dans Word. Source Word. Je fais attention, je veux que ce soit sous la sélection, donc c'est ici, sous la sélection. Voilà. Vous pouvez exclure le texte de la légende, mais moi je ne veux pas l'exclure, au contraire, c'est important. Il faut qu'il y soit, et on fait bien attention à la numérotation. Et on fait OK, regardez ce qu'il fait. Voilà, sous la figure, il a bien mis, hop là, j'enlève, mais je peux corriger. Donc, sous ma figure, je retrouve le numéro de la figure et son titre. J'en ai normalement une autre, quelque part, que j'ai déjà prévue, qui traîne. Hop, elle est là, figure. Même chose, je la référence. Insérer une légende, figure 2. Ben oui, c'est bien la figure 2. Donc ça, c'est un pansement. Voilà. La figure, donc c'est là, c'est bien figure, c'est OK. Position sous la section, ça marche. Et je n'oublie pas de rajouter la source. Source. Et là, je vais mettre source nous-mêmes. Hein. Quand c'est vous qui créez la source, vous pouvez mettre source nous-mêmes. Voilà, c'est fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis nous-mêmes avec une majuscule. OK. On est fait et c'est OK.
Donc, et vous allez faire ça chaque fois que vous insérez une figure. Donc, un schéma, une illustration. Une fois que c'est fait, vous avez prévu donc une table des figures qui est ici. Vous allez donc créer la table, c'est-à-dire comme la table des matières, mais là, ce n'est pas la matière, c'est les figures. Donc, vous allez faire la synthèse, la liste de toutes les représentations que vous avez faites. Vous allez donc insérer une table des illustrations. Et là, vous allez lui demander de vous faire la table de toutes vos figures. Et donc, il l'a choisi de lui-même, figure 1. Il affiche le numéro de page, mes petits points, tout, le texte et le numéro. Et j'ai bien des liens hypertextes pour pouvoir aller dans les figures directement. Je fais OK. Et qu'est-ce qu'il fait? J'ai bien créé deux, voyez, figure 1, le titre, la source et la page. C'est nickel. Et si je clique dessus, hop, ça m'envoie direct à la figure 2. Ça, quand vous regardez le mémoire de Léa, par exemple, qu'est-ce qu'on va trouver ici? La liste des figures. Et on a bien toutes les figures. Et hop, je clique et je vais à la figure 12. Elle est là. Et on circule ainsi facilement dans le mémoire. Alors, on continue notre présentation. Ça, c'était pour la table des figures. Mais il faut que vous fassiez pareil chaque fois que vous allez mettre un tableau. Hop, là, j'ai un tableau. Mon tableau, il est là. Donc, même chose, je vais le référencer. J'insère une légende. Attention, ce n'est pas une figure. Je vais choisir tableau. Tableau, il est numéroté. Mon tableau 1 s'appelle tableau 1. Bon, je ne suis pas très original, je m'excuse. Tableau 1. Je n'oublie pas non plus de le sourcer. Et comme c'est moi qui l'ai fait, source moi-même. Non, nous-mêmes. Dans un mémoire, on écrit. Hop, alors, quand vous êtes dans la partie littérature, source nous-mêmes. Si vous êtes dans la partie empirique, comme c'est vraiment vous, perso, source moi-même. Tableau, au-dessus, non, pas au-dessus. Sous la sélection, on n'exclut pas le texte de la légende. Hop, tableau 1. Et donc là, ça fait trop de hop. Ah non, mais c'était bon. Tableau, source, moi-même. Voilà, nous-mêmes. On est OK. Et voilà. Et donc, il a, du coup, voilà, c'est ça. Il le fait. Tableau 1. Donc, du coup, je me dis, il faut absolument que je fasse ma table des tableaux. Il faut que ce soit toujours fait. Hop, elle est prête. Enfin, le titre est prêt. Je vais donc faire comme pour les annexes. Je vais aller dans Insérer une table des illustrations. Je choisis tableau. Hop, il l'a tout de suite vu. Hop, tout est coché. Nickel. OK. Hop, tableau, source nous-mêmes à la page 13. Est-ce que c'est vrai? Je clique. OK. Page 13. Ah, on n'oublie pas. On va le faire tout de suite. Insertion. Numéro de page. Bas de page. En bas à droite. C'est très bien. Évitez quoi que ce soit d'autre, n'insérez rien d'autre parce que cette plage ici, elle est destinée à recevoir toutes vos références, toutes vos notes de bas de page. Donc ne faites rien de plus que numéroter. Point. En bas à droite surtout. Voilà, c'est fait. Alors, on est pas mal. Ah, mais j'avais un tableau avant. Mince, j'ai oublié. OK. Il faut que je le référence. OK, c'est parti, je référence. Je référence, insérer une légende, tableau 1. Ah, il me met 1. C'est normal qu'il me mette 1 parce qu'il a tout de suite vu, Word, que le tableau que j'avais nommé 1, il vient après. Donc, il l'a déjà numéroté tableau 2. Tableau 1, et là, je vais l'appeler oubli. Et là, je vais mettre source. Allez, alpha, on s'en fiche. Tableau sous la sélection, OK. Hop, il l'a fait. Très bien. Oh, tiens, j'ai une note de confidentialité. J'ai oublié de mettre un titre. Je m'en aperçois. Je le titre. Je me dis, oh, j'ai fait 2 oublis. Je me dis, il faut absolument que j'actualise mon sommaire, etc. Donc, je vais aller dans sommaire. Hop, hop, hop. Et je vais l'actualiser. Hop. Mettre à jour les champs. Toute la table. OK. Et voilà, il vient de me rajouter ma note de confidentialité. Nickel. Ah, mais non, j'en ai 2. Oh, j'ai fait une erreur. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette note de confidentialité, à la page 12? Grâce à mon sommaire, je vais directement aller à la note de confidentialité. Je clique. Mais oui, elle n'est pas à sa place. Je la supprime. Hop, elle est supprimée. Je retourne dans mon sommaire et je vais réactualiser mon sommaire. Mettre à jour les champs. Hop, ça y est, c'est fait. Il n'y a plus la deuxième note de confidentialité. Mon travail a bien été actualisé. Je vais donc aussi modifier ma table des tableaux et des figures parce que je sais que j'ai apporté des modifications. Alors, table des figures, ça c'était bon, mais le tableau, j'en ai un deuxième normalement. Donc, je retourne dans table des tableaux, bouton droit, mettre à jour les champs, toute la table, OK. Ah ben c'est bon,
j'ai mes tableaux, un à la page 12, un à la page 13. Et voilà, vous savez faire une table, donc vous savez légender des figures, des tableaux. Vous savez faire une table des figures, une table des tableaux. Et vous devrez faire la même chose avec les annexes. Donc par exemple, j'ai déjà préparé quelque chose pour les annexes. Voilà, vous allez voir, elles seront ici. Hein. Donc la même chose, hein. Les annexes, et bien là aussi pareil. Là, par exemple, je vais enlever ça. Hop, et je vais la référencer. Donc même chose, je vais dans référence, je vais choisir insérer une légende et cette fois-ci, attention, je veux une annexe. Annexe 1, ben oui, c'est bien la première. Elle s'appelle paysage. Voilà. Elle peut être, il peut y avoir une source, hein, bien sûr, source pp, voilà, hop. Et donc elle s'appelle bien annexe et là on la met au-dessus de la sélection. Et on fait OK. Et bien voilà, c'est fait. Et donc avant, qu'est-ce que j'ai avant les annexes? J'ai une table des annexes. Donc ici, je vais me prévoir une place qui s'appellera table des annexes, qui répertoriera toutes les annexes. Donc elle doit avoir un titre. C'est un fameux titre 1. Et dans ma table des annexes ici, je vais donc insérer, je vais dans référence, pardon, insérer une table des illustrations et je veux que ce soit une table des annexes. Il le sait, il a tout compris. On fait OK et OK. Et donc normalement, j'ai pas fait au bon endroit. Oh, je me suis trompée. C'est pas grave, dans Word, on annule. C'est annulé. Ici, table des illustrations, annexe. OK. Voilà. Et regardez, table des annexes, annexe 1, paysage, c'est bien celle-ci. Je clique quand même pour aller vérifier. Ah, c'est ça. Parfait, ça marche. Ici, j'avais prévu une annexe 2. Ah, je ne l'ai pas référencée. OK. Donc là, je vais insérer une légende. Elle s'appelle annexe 2. OK. Voilà, il l'a faite. Hop. Et même chose, ici, j'ai mon annexe 2. Je dois actualiser mon sommaire des annexes, ma table des annexes. Du coup, je fais mettre à jour les champs, toute la table. Et il a mis l'annexe 2. Oh, je me dis, c'est bizarre. OK, j'y vais, il y a un problème. Annexe 2 est associée à la table des matières. Ce n'est pas normal. Donc là, même chose, il faut que je corrige ça. Table des matières, c'est un titre 1. Voilà, ce n'est absolument pas. Et là, je me dis, ah, c'est bizarre, ça ne marche plus. OK, vous voyez qu'il y a un problème en fait avec le saut de page qui est en fait ici. Donc, je supprime mon saut de page. Voilà, il est là. Et là, je vais réécrire ma table des matières avec le titre 1. Je sélectionne bien ma table. Titre 1. Voilà. Annexe 2. Annexe 2, ce n'est pas ça du tout. Là, j'ai un problème. Je supprime ce titre. Ce n'est pas un titre. Je me mets en mode normal. Et donc, du coup, si je crée donc là une annexe, il faut que je crée l'annexe. Donc, par exemple, si vous voulez créer une annexe, vous allez rajouter, on va insérer, par exemple, en annexe, un nouvel icône. Voilà. On va mettre, hop, celui-là, insérer. Hop, et ça, c'est une annexe. OK. Donc, je lui indique tout de suite que ça, c'est une annexe. Insérer une légende. Annexe 2. Annexe 2 s'appelle joie. Source. Vous n'oubliez jamais de sourcer. OK. Au-dessus, on est bon. On fait OK. Et hop, il l'a fait. Je vais donc retourner dans ma table des annexes. Et vous voyez, il y avait ce truc bizarre. L'avantage des tables, c'est que ça vous permet de repérer toutes vos erreurs. On met à jour les champs, toute la table, ça y est, c'est propre, c'est nickel. Et l'avantage avec Word, c'est que vous pouvez tout résoudre et tout est clean à la fin. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun risque, c'est une certitude. Soyez rigoureux avec Word. Donc normalement, eh bien là, on est pas mal parce qu'on a déjà créé et paramétré beaucoup de choses. Et on va continuer donc à avancer sur la mise en forme de votre mémoire. Donc vous savez faire une table des illustrations, que ce soit des figures, ou des tableaux, ou des annexes. Vous devez ne pas oublier d'insérer votre notice dans votre mémoire. Donc vous devez prévoir donc un titre pour la notice et y copier-coller votre notice, donc le PDF que vous avez reçu en retour. Ensuite, il va falloir donc prévoir vos titres. On les a déjà paramétrés pour la première partie qui est consacrée 4 pages maximum à la présentation de votre entreprise. 2 pages sur l'entreprise, 2 pages à peu près sur vos missions. Et surtout, vous n'oubliez pas de présenter avec détail la mission qui a permis de mettre en évidence et de faire émerger votre sujet.
La deuxième partie de votre mémoire est consacrée au gros de votre travail, à l'essentiel de votre travail, c'est-à-dire votre sujet qui va être traité avec la partie littérature et la partie empirique. Cette deuxième partie doit se trouver sur une page toute seule. Je vais vous montrer par exemple dans le mémoire de Léa, hein, on voit bien donc une fois qu'on a passé l'introduction générale, hop hop, on a donc après la notice hein, qu'on retrouve ici. Voilà, partie 1, la présentation du cabinet sur une page à part. Et puis, on a la présentation avec, on voit les titres, hein, voilà, les figures qui sont insérées, hop, hop, une page, deux pages, l'émission, troisième page, quatrième page. Et donc, elle nous explique que c'est sur sa mission sur les comptes consolidés que son sujet est arrivé. On passe à la deuxième partie 2, mémoire de recherche, mémoire professionnelle, on peut écrire. Et donc, sur cette partie 2, on rentre dans le vif du sujet. Et donc là, on va passer sur l'introduction donc du sujet, qui sera, donc je vais en reparler un peu après, et on retrouve ensuite les différents titres, niveau titre, grand 1, 1.1, 1.1.1, et le quatrième niveau titre avec un petit a. Vous voyez, donc tout ça est là, avec des figures, etc., qui sont créées à chaque fois référencées, et qui sont donc dans les tables donc, qui ont été réalisées par la candidate. Donc voilà où on en est. Alors, si on retourne dans notre diapo, on est dans la deuxième partie. Vous devez commencer cette deuxième partie par une introduction soignée, sophistiquée. J'ai mis qu'elle devait être sur 3 pages mini, 5 pages maxi. Je pense que c'est déjà pas mal, 5 pages. Vous pouvez bien sûr aller sur un peu plus de pages, mais voilà, je pense que c'est... Enfin, il ne faut pas non plus exagérer. 5 pages, pourquoi c'est long pourquoi il faut 5 pages? Parce qu'il faut impérativement que vous définissiez, que vous expliquiez chacun des concepts que vous allez mobiliser dans votre mémoire. Donc, il est impératif que chaque terme employé, donc parmi les 5 mots-clés de votre notice, soit défini. Les définitions du dictionnaire et la première définition qui a été donnée par le premier auteur qui a abordé ce concept. L'introduction va commencer par une accroche assez large dans laquelle s'intègre votre sujet. Donc en fait, le plus simple, c'est de partir de la mission qui a donné naissance à votre sujet, que vous pouvez bien sûr augmenter grâce à un contexte. Vous pouvez rajouter de l'actualité, vous pouvez rajouter une publication qui peut avoir lieu. Vous pouvez donc enrichir pour justifier que votre sujet, au-delà de votre mission, s'inscrit dans un champ juridique, économique, je ne sais pas, autre, qui donc permet vraiment de poser le sujet et qui va apporter sa légitimité. Au fur et à mesure, une fois que c'est fait, vous allez ensuite aborder les concepts, les mots-clés de votre fiche, les uns après les autres. Alors, pas tous en catalogue, pas tous en énumération. Vous allez commencer par celui qui est le plus important pour vous, le premier qui doit être abordé, et vous allez le définir, l'expliquer. Et vous allez commencer à vous poser quelques questions autour de ce premier concept. Ces quelques questions vont vous emmener à aborder le deuxième concept auquel ce premier concept est lié. Et vous allez ainsi aller de concept en concept à travers des définitions, puis des questions que vous vous posez autour de ce concept qui vous permettent de rebondir sur le concept suivant, etc. Le tout finira par former votre problématique et votre introduction se terminera par l'annonce détaillée de votre plan. Donc, qu'est-ce que ça donne, ça, concrètement, quand on va dans un mémoire? Eh bien, si on retourne dans le mémoire de Léa et qu'on va donc dans son introduction, eh bien, vous voyez, elle attaque direct avec les patrons sont-ils trop payés? Et elle le contextualise non pas avec sa mission, mais avec donc un livre qu'elle a lu, un auteur, etc. Et donc, il nous parle de rémunération des dirigeants. Et donc, elle va aller sur d'autres concepts, la RSE, qui est un autre de ces termes des termes de son sujet. Et donc, elle va nous donner une définition. Et vous voyez que tout de suite, elle la source. Je reviendrai sur les numéros de bas de page. Vous voyez, 3, je clique et hop, je tombe bien sur la référence 3, qui est donc la référence qui conduit à la définition initiale donc, de la RSE. En tout cas, du développement durable. Ensuite, vous voyez, donc elle a inséré une figure pour aborder le concept de RSE et pour montrer comment le concept de RSE a évolué des années 70 jusqu'à nos jours à travers des moments historiques. Et donc, vous voyez, dans cette figure, on a bien la source, donc ce n'est pas elle-même, mais donc c'est un auteur, elle l'a référencé, c'est très bien, on clique et donc on tombe dessus. Elle est donc ici, Karen Delchette, et donc on arrive directement sur la référence qui est donc ici.
Voilà, et donc ainsi continue l'introduction, vous voyez, avec des auteurs qui sont utilisés pour aborder des définitions, des explications, pour rebondir et avancer de concept en concept progressivement sur le terme de la rémunération de la RSE des dirigeants des grandes entreprises. Voilà, donc là on voit aussi, donc elle va aborder la rémunération, le cadre légal, et donc on a ici une frise chronologique, et ça continue comme ça ainsi jusqu'à sa problématique, vous voyez, qui apparaît en gras, qui est mise en évidence. Et ensuite vous avez donc l'annonce détaillée du plan, avec donc une première partie dont elle explique qu'elle va la traiter, en combien de sous-parties, et quel sera l'objet des sous-parties. Et elle fait pareil pour la deuxième partie consacrée à la partie empirique, et elle explique comment elle la structure à travers l'enquête terrain, l'exploitation des données et les préconisations. Tout ça, en fait, ça correspond normalement à ce que vous avez expliqué dans votre fiche d'agrément. Alors, ça, c'est donc l'introduction qui est hyper importante. Il faut vraiment que vous la soigniez parce que c'est vraiment le moment où vous prenez compte, vous allez lancer le truc, c'est le teasing de fou. Il faut absolument qu'elle soit ultra sexy, qu'on sente tout de suite que vous êtes quelqu'un de sérieux, qui posez les concepts et que vous n'allez pas survoler tout ça, vous êtes investi dès le début. Alors même si c'est dès le début, l'introduction, moi je pense qu'il faut la faire à la fin. Parce qu'à la fin, on sait exactement ce qu'on veut faire de son mémoire, on sait exactement ce qu'on va dire. Donc on sait exactement comment il faut faire l'introduction. Donc même si l'introduction apparaît en premier, quand on va lire un mémoire de recherche, en fait dans la réalité, vous l'avez faite à la fin. Ce qui ne vous empêche pas, au fur et à mesure que vous travaillez dans le cadre de votre recherche et de votre analyse des données, d'y réfléchir, de poser des choses, même de la rédiger. Mais ne soyez pas pressé de la rédiger. Et si vous l'avez rédigée, soyez prêt à la bouleverser en fonction de toute la réflexion et de toute la maturité que vous aurez acquise au fur et à mesure de vos réflexions. Alors ça, c'était pour l'intro. On continue avec le développement. Le développement, donc, il va faire apparaître des parties, des titres, des 1, des 2, des 1, des 2, des 1.1, des 1.1.1, etc. Je vous rappelle, mais ça, j'en ai déjà parlé, du choix de vos polices, de la taille des polices, etc., des couleurs, des justifiés, des interlignes et compagnie. Donc ça, c'est déjà fait. Vous n'oubliez pas cette charte graphique. Elle vous suit tout au long de votre mémoire et vous la respectez impérativement. Vous allez rédiger en mode normal, tel qu'on l'a paramétré tout à l'heure. Mais vous allez parfois faire des énumérations. Il ne faut pas en faire trop, mais il faut en faire parfois, ça apporte de la clarté. Les énumérations, ça veut dire que vous allez utiliser les fameuses bullet points. Et donc, on va aller voir tout ça tout de suite dans Word. Donc, tout à l'heure, j'avais déjà rédigé du texte. Hein, voilà, hop, on voit le texte, voilà, par exemple. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, j'avais du texte ici, par exemple. Donc là, j'ai écrit, OK. Ah, tiens, j'ai un tableau. Je ne l'ai pas référencé. OK. On référence. Je m'en aperçois. J'insère une légende. C'est un... Ah non, c'est pas une annexe. C'est un tableau. Hop. Il me met que c'est le tableau 1. Ben oui, c'est normal. C'est le premier tableau. Hop. Premier. Et donc, du coup, je lui mets sa source. Hop. Sous, on est OK. Donc ça, déjà, c'est corrigé. Table des tableaux. Ah, tiens. J'ai pas fait ma table des tableaux, moi. Mais si. Ah, ben donc, du coup, il y a une erreur. Allez, je l'enlève. Et donc, j'ai un saut de page qui sert à rien. C'est fait. Et donc là, par exemple, hop, tout ça, je vais l'écrire en mode normal. Voilà. Donc là, j'ai écrit donc, en mode normal. OK. Hop. Voilà. Et puis, je me dis, en fait, ça serait bien que j'en fasse une énumération, ça serait plus clair. Donc, je sélectionne tout ce qui m'intéresse. Voilà, hop, ici. Et je vais donc cliquer ici pour faire l'énumération. Vous allez choisir ici sous quelle forme vous voulez l'énumération. Des points, noirs, blancs, carrés, etc. Évitez les trucs trop chargés. Parce qu'en fait, le mémoire est long, c'est pas la peine d'alourdir la présentation avec des représentations trop lourdes. Donc, le petit point, c'est bien, ou le carré, c'est pas mal aussi, le carré. Bon, moi, j'aime bien les points, je fais toujours des points. Voilà. Et donc là, attention, quand on fait des énumérations, il y a des règles. Et les règles, c'est ça. C'est qu'en fait, ici, dès lors que vous êtes sur plus d'une ligne, normalement, il faut finir par un point. Et quand on est donc sur moins d'une ligne, ou pas maximum, là, on finit par 2 points. 2 points. Et là, comme c'est la dernière, quand vous êtes sur la dernière énumération, enfin la dernière énumération de la liste, vous mettez un point. Ici, impérativement, ça doit s'arrêter. Et donc là, c'est point. Voilà. Est-ce que c'est... Donc là, j'espère que c'est OK pour vous. Énumération. Quand votre énumération est sur plus d'une ligne, elle finit par un point. Dès lors qu'elle est sur moins d'une ligne,
on met des points-virgules. Et la dernière énumération qui clôture la liste, elle se termine par un point. Voilà. Donc ensuite, vous voyez que j'ai écrit du texte et on va voir qu'on va parler des références. Ah, et là, j'ai encore un tableau que je n'ai pas référencé. Donc même chose, hein, vous n'oubliez pas. Hop, là du coup. Alors, ah bah tiens, il y a création de tableau. Et si je rendais mes tableaux un peu plus jolis? Si vous allez dans création de tableau, vous pouvez choisir toutes ces formes de tableaux qui vous permettent d'avoir une présentation un petit peu colorée peut-être, un petit peu soignée et que vous allez pouvoir suivre tout au long de votre mémoire. Alors comme nous, on a écrit en bleu nos titres, et bien, par exemple, on pourrait rester sur cette bah, du coup, je ne sais même pas le dire. Bah, bref, sur cette couleur, colorométrie. Et donc, par exemple, choisir celui-ci. C'est peut-être un petit peu foncé. Donc, on peut se dire, oh non, c'est trop foncé. Je vais choisir un plus clair, par exemple, celui-là. Voilà. Et donc, voilà. Et donc là, on peut l'appliquer à tous nos tableaux. Donc là, vous n'oubliez pas de le référencer. Hop, hop, insérer une légende. Tac, tac, tableau. 2. On écrit son petit truc comme d'habitude. Source. 1, 2, 3, OK comme d'habitude, on fait OK, voilà. Et je me dis, tiens, ça fait quand même, j'ai inséré pas mal de tableaux, je vais actualiser ma liste, on va voir si ça marche, mettre à jour toute la table. OK, c'est nickel, c'est parfait. Donc, on a fait ça, OK, et voyez là mes énumérations, point. Ah, là il me manque quoi? Un point virgule, hop, et là, attention, il me faut, je vais enlever ça, un point. Voilà, donc là, mon énumération, elle est nickel. Voilà, j'ai pas besoin de mon saut de page. Voilà, OK, mes figures, mes tableaux. Ah, là, tiens, ça pourrait être une énumération. Je fais accueil, j'énumère, point virgule pour la première, point pour la suivante. Voilà. Donc, j'espère que tout ça, c'est OK pour vous. Ah, là, j'ai une figure, tiens, que j'ai pas référencée. Allez, et donc la même chose, ben, je peux la référencer, référence, insérer une légende. Ce n'est pas un tableau, on fait attention, c'est une figure. OK, il propose la numérotation. OK, et c'est fait. Et je me dis, tiens, je devrais aller actualiser ma table des figures, moi. Hop, modification. Non, je me suis trompée, c'est pas grave. Mettre à jour toute la table. OK, c'est fait, on est OK. Allez, on retourne dans notre présentation. Donc, vous savez faire une énumération. Quand vous changez de paragraphe, on l'a paramétré, vous vous souvenez, vous ne cochez pas le petit onglet donc dans le paramétrage et on a créé un espace exprès pour écarter davantage le texte du paragraphe suivant quand on est sur la même partie donc de notre mémoire. On a référencé les tableaux, on a référencé les figures, on a numéroté les pages, on a fait la page de garde. Attention, faites attention, j'ai écrit on ne numérote pas sa page de garde. Ça, je ne vous l'ai pas montré. Donc du coup, on va retourner dans Word. Voilà, et on va aller numéroter, on va aller vérifier qu'on n'a pas numéroté la page de garde. Hop, on remonte tout en haut et qu'est-ce que je vois? Elle n'est pas numérotée. Mais comment c'est possible? Eh bien, du coup, quand vous êtes donc dans, comment ça s'appelle? Dans la création de vos pages de garde, là, vous savez, on avait créé donc insertion page de garde, elle est là, hein. Vous voyez, la page de garde, on l'avait mise ici. Et quand on va dans numérotation, donc, quand on va donc insérer donc un numéro de page, ici, on fait attention dans les numéros de page. Là, on fait attention à ne jamais choisir, donc, enfin, on ne choisit jamais de numéroter la page de garde. Et donc, pour ça, il faut absolument que vous fassiez première page différente. C'est important que sur votre première page, en fait, elle soit numérotée différemment de l'autre page pour que le numéro n'apparaisse pas donc sur la page de garde. Donc ça, c'est hyper important. Donc de faire attention, enfin c'est hyper important, c'est pas la fin du monde non plus s'il y a un numéro, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de numéros qui apparaissent donc sur la page de garde de votre mémoire. Alors, ceci étant dit, on a donc dans notre présentation, on continue donc notre travail. Donc, on a inséré un pied de page juste pour pouvoir mettre notamment, et je vous ai dit de ne rien écrire parce que c'est là où on va mettre les références. Et il ne faut pas donc prendre de la place avec un pied de page qui prendrait la place des références. Donc, on met juste un numéro de page. Vous allez rédiger donc avec des parties, des sous-parties, des sous-sous-parties. Vous n'oubliez pas d'annoncer sous chacun de vos grands titres le 1, le 1.1, ce que vous allez développer à l'intérieur du 1, à l'intérieur du 1.1. Donc là, vous allez faire des annonces.
Donc, vous voyez, entre le 1 et le 1.1, eh bien là, la personne explique ce qu'elle va aborder. Idem dans le 1.1, elle explique quel sera l'objet du 1.1. Et ensuite, je pense que dans les niveaux de titre en dessous, ce n'est pas la peine de faire des annonces de ce que l'on va développer. Quand vous allez changer du 1.1.1 au 1.1.2, faites une phrase de transition. Idem quand vous passez du 1.1 au 1.2, faites une phrase de transition. Idem quand vous passerez du grand 1 au grand 2, faites une phrase de transition. Vous n'oubliez pas que vous avez donc des sous-parties. Ce sont celles que vous avez définies dans votre notice. Vous les avez peut-être modifiées si l'enseignant-chercheur a fait une remarque à ce sujet. Une sous-partie est dédiée à un concept ou à des concepts que vous avez connectés et que donc on doit comprendre grâce à vos titres. Pour pouvoir développer cette sous-partie, vous allez mobiliser des références, des ouvrages, des articles, articles de recherche, donc des références académiques, mais aussi peut-être des références professionnelles. Vous n'oubliez pas, je trouve que c'est bien, de schématiser ou bien de faire un tableau de synthèse, donc de ce que vous voulez qu'on retienne de votre sous-partie. C'est important parce que ça va montrer à quel point vous avez du recul sur cette sous-partie, à quel point vous la maîtrisez. Si vous arrivez à faire rentrer dans un schéma ou dans un tableau tout ce que vous avez écrit et toutes les références que vous avez utilisées pour démontrer donc, que le titre de votre sous-partie, son contenu, ça veut dire que vous maîtrisez absolument. Quand vous allez écrire, vous allez donc utiliser des références, puisque cette littérature, il ne s'agit que d'expliquer ce que différents auteurs, différents travaux permettent de mettre en évidence et d'expliquer. C'est donc une partie, on sait, qui est théorique, mais vous devez respecter des normes dans cette partie de présentation et vous allez devoir faire des notes de bas de page. Donc ça, c'est pour illustrer comment vous pouvez synthétiser ce qu'ont pu dire plusieurs auteurs sur, par exemple, là, les bénéfices et les risques de la co-création. La figure 4 est donc un schéma qui récapitule les influences positives et négatives donc des entreprises de la co-création. Donc ça, c'est la synthèse donc, de tout ce qui a pu être expliqué avant par les différents auteurs qui ont été mobilisés. Vous n'oubliez pas que chaque fois que vous faites des tableaux et des figures, bien sûr, vous faites des références et vous actualisez vos tables. Vous voyez ici, par exemple, dans ce document, à un moment donné, enfin cette partie de la rédaction, il y a donc ce schéma qui récapitule le mécanisme du say on pay. Et vous voyez qu'en dessous, il y a des explications avec des auteurs, des références, à l'actualité aussi, et chaque fois, c'est référencé. Vous voyez qu'on est déjà à la 89e référence, donc ça veut dire qu'on a une bibliographie qui doit être assez soignée, en tout cas assez conséquente. Alors, dans votre mémoire, vous allez aussi, à un moment donné, mettre en évidence vos propositions de recherche ou vos hypothèses de recherche. Vous vous souvenez que ce sont des affirmations, qu'en aucun cas, ce ne sont des questions. Donc, des affirmations qui découlent de la littérature, donc de tout ce que vous avez rédigé avant. L'hypothèse, c'est l'espèce de conclusion et de questionnement qu'on se pose, ou d'affirmation, enfin plutôt d'affirmation que l'on fait, puisque j'ai lu tout ça et que tout ça, ça raconte un certain nombre de choses, voilà ce que l'on peut affirmer. Et ensuite, dans la deuxième partie de votre travail, vous vérifierez que vos affirmations théoriques sont fondées ou sont confirmées par la réalité du terrain. Vous pouvez l'encadrer, vous pouvez utiliser des couleurs pour les mettre en évidence. Donc voilà des exemples donc, à l'issue d'une littérature et bien de la formulation d'hypothèses. Elles ont été ici encadrées. Et là, à la fin de la littérature, là, on a une proposition de rappel de toutes les hypothèses avec leur formulation et une petite synthèse théorique de la littérature qui a permis d'arriver jusqu'à ces hypothèses de recherche. Si on va dans le mémoire de Léa, on voit en fait effectivement que donc elle rédige un certain nombre d'arguments. Voilà, donc là elle rédige, il y a des références qu'on retrouve. Hop, là il y a une illustration. Et donc on voit que ce travail est émaillé donc de réflexion, d'arguments. Et là donc on a l'hypothèse. On continue la rédaction, voilà, on voit, hop, elle utilise ici donc un schéma, hop, elle continue à rédiger et on va arriver gentiment à une nouvelle hypothèse. Voilà, donc on a dans la partie théorique donc ces écrits avec des références qui expliquent, qui permettent d'analyser d'un point de vue théorique le sujet, les termes du sujet et les parties du plan qu'on a développées et qui aboutissent au bout d'un certain moment, troisième hypothèse, à une hypothèse. Ici, vous voyez, elle les a mises en gras. On arrive donc on continue comme ça sur toute la littérature et on arrive à la fin
Voilà, on retrouve des figures, hein. Vous voyez, donc ce qui est bien dans ce mémoire notamment, c'est qu'on a de temps en temps des figures, des tableaux, des graphiques qui correspondent à une actualité. Ici, plutôt à un schéma donc explicatif, un schéma, donc là, c'est plutôt juridique. Voilà, hop, hop, nos hypothèses. Et le travail s'arrête là, le travail théorique s'arrête là, et ensuite on va passer au grand 2, au terrain. Dans cette partie terrain, hein, vous voyez, vous allez retrouver toujours la même structuration. Et là, la première partie de la partie empirique est consacrée au choix méthodologique. Hein. Donc, vous allez expliquer quels sont les choix méthodologiques possibles au niveau du paradigme. Et vous allez expliquer quel paradigme vous allez choisir. Vous allez expliquer quels sont les modes de raisonnement qui peuvent être tenus. Hop, même chose. Et vous allez expliquer celui que vous avez choisi. Tout ça, ça ne vous appartient pas, ça appartient à des auteurs. C'est pour ça que vous retrouvez toujours ici beaucoup de références littéraires à des auteurs qui ont donc déterminé et expliqué comment, quel était le contenu et la structure d'une méthodologie de recherche. Voilà, donc même chose sur la méthode de recherche, la collecte de données, elle va expliquer donc quelles sont les différentes approches. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est référencé par les auteurs qui expliquent quels sont les types d'approches possibles et qui donc donnent des définitions. Et ensuite, elle explique ce qu'elle a choisi et pour donc réaliser son enquête terrain. Donc jusqu'à cette page-là, 58, il n'y a rien de personnel, tout est théorique. À partir du grand 2.1.2, là, c'est votre partie personnelle et là, vous pourrez garder toujours le nous de modestie que vous avez adopté depuis le début pour rédiger votre mémoire. À partir de ce moment-là, vous pouvez rester en nous. On pourrait comprendre que vous passiez en jeu, puisque cette partie-là vous appartient pleinement, puisque là, c'est votre travail purement personnel que vous allez réaliser et que vous avez réalisé et que vous allez présenter. Et donc, on va retrouver donc des tableaux. Donc ici, on va trouver un tableau des répondants avec une justification, etc. Donc là, sur la partie forme, on reste sur la forme. Et là, on peut remarquer que il nous manque peut-être une source qui aurait pu être précisée. Source, moi-même, c'est son tableau et c'est normal que ce soit son tableau. On retrouve ici la synthèse des hypothèses, la justification et là, vous voyez les thèmes, hein, de dictionnaire des thèmes, qu'il est important aussi, et donc on aurait pu avoir la source nous-mêmes aussi, et ces thèmes qui vous ont permis de créer vos guides d'entretien et vos questionnaires, et pour lesquels d'ailleurs j'avais fait des vidéos précédemment. On retrouve ici un extrait du guide d'entretien avec les hypothèses, les thèmes et les différentes questions. Moi, je vous invite ici pour les questions à les numéroter. C'est plus facile ensuite pour exploiter, je trouve, à titre personnel. On passe donc aux notes de bas de page. Les notes de bas de page sont hyper importantes. Alors, il y a tous les profs ne sont pas d'accord sur notes de bas de page, pas de notes de bas de page. Moi, je suis full notes de bas de page et je ne suis pas la seule. Pourquoi est-ce que je suis note de bas de page? Parce que je trouve que ça montre que vous maîtrisez vos références. Vous êtes capable d'expliquer dans le corps du document pourquoi vous utilisez cette référence à travers l'explication du contenu que cela apporte. Vous indiquez au lecteur que avec la note de bas de page, il sait où la trouver, où est-ce que c'est, quelle est cette référence exactement. Et on sait aussi que ces notes de bas de page, vous les mettez là, ça vous permettra de faire aussi votre bibliographie aux normes APA à la fin de votre mémoire. Je trouve qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est important de renforcer toutes les preuves que le travail de recherche littéraire, vous l'avez fait vous-même, que c'est vous qui écrivez, c'est vous qui sourcez. Donc c'est vraiment, je trouve, ça vient renforcer la preuve que c'est un travail personnel que vous allez réaliser. Maintenant, sur ces notes de bas de page, donc on les utilise pour justement justifier ce qu'on a utilisé d'un article, d'un ouvrage, d'une documentation qu'on a exploitée. Ici, on voit que les explications qui sont là sont celles d'un auteur. Donc, on voit, donc là, on a les explications, entre parenthèses, nom de l'auteur, date de publication. Et donc, là, on a l'insertion de la note de bas de page. Chaque argument que vous utilisez est appuyé d'une ou de plusieurs références. Chaque fois que vous le faites, vous sourcez en note de bas de page. Si vous pouvez donc écrire dans le corps du texte, comme je pu vous le montrer, entre parenthèses, auteur, date, fermez la parenthèse. Donc ça, c'est la source entre parenthèses dans le corps du document. Vous pouvez faire une source narrative. Donc ça veut dire que vous allez écrire dans son article, je sais pas quoi, Dupont, entre parenthèses 2020, et vous continuez vos explications. En fonction du nombre d'auteurs qui ont participé à l'article ou à l'ouvrage, s'il n'y en a que 2, vous mettez un « et » entre les 2 noms. Si jamais il y a plus que 2 auteurs, il faut écrire « et al », A-L, point, qui veut dire donc les autres auteurs aussi, mais que vous ne citez pas tous.
Les notes de bas de page doivent respecter les notes APA, que vous devrez respecter bien sûr en bibliographie et que vous avez donc normalement respecté à peu près dans la fiche d'agrément. Si vous utilisez 2 fois la même référence, il ne faut pas donc l'écrire une deuxième fois, vous mettez idem, id, point, et vous renvoyez à la page à laquelle vous avez pour la première fois donc utilisé la référence. Si vous faites référence plus de 2 fois à la même référence, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci vous écrivez ibid, donc, et puis vous renvoyez à la page, à la première page à laquelle vous avez fait référence pour la première fois à cet ouvrage ou à cet article ou à cette étude. Dans ces notes de bas de page, vous citez donc, on va retrouver le nom de l'auteur, l'initiale du prénom, la date, le titre, etc. Si c'est des revues, le numéro de la revue, le numéro de l'article dans la revue, etc. Les pages que vous avez consultées. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve, comme vous pouvez le voir ici en bas à l'écran. La numérotation, tout ça se fait de manière automatique dans Word et je vais en parler. Avant de continuer, il se peut que parfois vous utilisiez un auteur, une référence, donc qui est une source secondaire, d'un auteur qui fait référence à votre auteur principal, primaire, qui est plus ancien. Donc là, c'est comme si vous citiez une référence dans la référence, un auteur dans l'auteur. Donc vous citez l'auteur primaire, c'est-à-dire l'auteur de l'idée, du concept à l'origine, et vous indiquez qu'il est cité dans la source secondaire, et vous citez donc par le deuxième auteur, et donc l'année de publication de la référence de l'auteur secondaire. J'espère que donc ça c'est OK, et donc là on va aller basculer dans Word pour voir comment ça se passe pour de vrai. Donc dans Word par exemple, eh bien ici je vais faire une note de bas de page ici, donc je vais faire insertion, référence, insérer une note de bas de page, et donc là je vais dire que ma référence c'est celle-ci, voilà, et donc on l'écrit donc conformément aux normes APA que vous devez connaître puisque vous les avez utilisées pour votre notice. Et là, je me dis, mais ça, c'est très gros. Donc, ici, je vais aller modifier la taille je vais aller paramétrer mes polices pour écrire les notes de bas de page. Donc, pour ça, on va aller dans Accueil. Et dans Accueil, vous allez aller chercher Légende. Et vous allez les paramétrer Légende. Légende, c'est ce qui est utilisé pour écrire les notes de bas de page. Et là, vous allez faire Modifier. Et donc, vous allez choisir comment vous allez écrire. Donc, Calibri, par exemple, on va écrire en 6 ou en 5, en 6, voilà. On les écrit pas en italique, on va les écrire normalement, voilà. Et on les écrit en justifié. On peut choisir une couleur ou garder en forme automatique ou en noir, hein, comme vous voulez, voilà. Et normalement, on fait OK. Et voyez, il me l'a appliqué. Et donc ici aussi, je veux qu'il m'applique donc Légende. Et voilà, il va ainsi m'écrire à chaque fois mes références en mode légende tel que je l'ai paramétré. Donc c'est un paramètre comme on l'a fait pour les titres, etc. Et on paramètre exactement comme on le veut, avec une taille de police plutôt petite parce que vous allez avoir une accumulation de références. Là, je me suis en train de me dire, c'est un peu petit, ok, j'y vais, je modifie, j'écris en 6, c'est peut-être un peu trop petit, je vais écrire en 7, je fais ok, voilà, et vous allez voir, il a tout automatisé. Donc là, hop, référence, c'est en 7, et ça, normalement, c'est en 7 aussi, voilà. OK? Donc ça, c'est pas mal hein, de penser à le faire. Et donc, vous paramétrez la taille, ce que vous voulez. Donc, la taille, la police, la couleur. Mais il n'y a pas de raison d'aller sur une autre couleur que le noir. Donc ça, c'était pour nos notes de bas de page. Et vraiment, ne la faites pas trop grosse parce que vous allez voir que vous allez en avoir besoin souvent. Vous voyez, dans le mémoire, hein, si je retourne dans ce mémoire plus avant, vous voyez, ici, j'ai plusieurs références. Là aussi, j'en ai plusieurs. Donc, plus vous les écrivez grosses, plus ça prend de la place dans la page. Donc, choisissez bien la taille de la police. Hein. On a beaucoup de références parce que chaque fois que vous avancez un argument, une idée, c'est forcément celle que vous avez trouvée dans un ouvrage, dans un article, dans une documentation. Ce n'est jamais de vous. Donc, vous devez sourcer, référencer. Et donc, tout ça, bien sûr, hein, on va le retrouver dans la bibliographie. Allez, je continue ma présentation.
On a donc parlé notes de bas de page, on a parlé de citations en italique entre guillemets. Et donc, on doit aussi faire, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand on est dans la partie méthodologique, tous les choix, paradigmes, méthodologie, tout ça aussi, c'est référencé, c'est sourcé, comme on a pu le faire dans la partie littérature. À partir du moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où vous allez revenir sur la présentation de vos thèmes, de vos répondants, etc., tout ça, ça ne sera plus à sourcer puisque c'est votre travail personnel, vous ne faites pas référence aux travaux d'autrui. Alors, vous allez devoir présenter dans cette deuxième partie donc vos thèmes, vos répondants, vos guides d'entretien, vos résultats, la vérification de vos hypothèses, propositions de recherche, les différentes limites ou difficultés que vous avez pu rencontrer et faire des propositions. Donc ça, c'est ce qui figure généralement, c'est le dictionnaire des thèmes dont vous avez eu besoin, et j'en ai déjà parlé, pour réaliser vos guides d'entretien, vos questionnaires, et que vous allez réutiliser pour vérifier hypothèses et propositions de recherche. Vous allez aussi présenter vos répondants de manière détaillée. Vous devez rappeler qui ils sont. Vous n'oubliez pas la confidentialité à laquelle vous êtes engagé dans le cadre de vos travaux de recherche. Donc, vous utilisez des numéros, des initiales et vous les présentez. Et ce qui est bien aussi, c'est de les associer avec les thèmes, c'est-à-dire on doit savoir qui est concerné par quelles hypothèses et par quelle même parfois partie des hypothèses. Il est bien aussi de rappeler sous quelle forme ont eu lieu les entretiens, donc par exemple du face-à-face, des entretiens téléphoniques, du Zoom, ou du Teams, à quelle date et dans quelle durée. Et donc on présente ça de manière détaillée, ça montre le contexte dans lequel ont eu lieu ces entretiens et la durée qui permet d'obtenir une collecte de données peut-être importante, donc si l'entretien a été d'une certaine longueur. Donc on présente ça, et là par exemple dans le mémoire donc, de Léa, on peut le constater quand on va sur sa partie empirique. Il y a un tableau qui est consacré ici à la présentation de ces répondants. Là, vous voyez, je trouve qu'il y a une petite maladresse. Il faudrait que le tableau soit sur l'autre page. Donc là, après étude, elle aurait dû faire un saut de page pour que tout le tableau tienne sur la page suivante. Voilà. Et donc là, on a les répondants, on a leur qualité, pourquoi ils sont pertinents par rapport au sujet, donc par rapport notamment au thème, leur rapport au thème des hypothèses, et selon quelles modalités ont eu lieu ces entretiens. Vous voyez, là, il y a 11 répondants. C'est pas mal, sachant qu'on a un mix dans ce mémoire entre du quanti et du quali. Là, on a donc le retour de nos hypothèses, un retour sur hypothèse avec les thèmes, voilà, qui sont justifiés. Et on va avoir ici un extrait, on n'est pas obligé, mais bon, on peut avoir un extrait de guide d'entretien. Si on a plusieurs guides d'entretien, on ne peut pas tout mettre, mais on fait un extrait pour montrer donc comment on a comment on a collecté les données, grâce à quel type de construction, grâce à quel type d'outils, donc notre guide d'entretien, ou vos guides d'entretien. Et on aboutit ensuite à la partie exploitation des données que vous devez mettre en évidence. Et là aussi, vous allez insérer des documents, des parties, des extraits. Par exemple, ici, on a un extrait de questionnaire. Donc, parce qu'il y a eu aussi comment ça s'appelle parfois, il y a eu du quanti, on va le retrouver sur certaines parties de l'exploitation des données où on a des insertions, vous voyez, comme ici ou peut-être un peu plus loin. On a parfois donc des retours quanti qui sont faits, même si dans ce sujet, le quanti n'avait pas été vraiment, déterminant. Voilà. Donc, on a donc aussi, vous voyez, à chaque fois, et on voit qu'on a parfois des références à des annexes. Et donc, on va passer au renvoi aux annexes. Alors, donc, ça, je vous en ai parlé, des présentations, de la structuration, de l'exploitation, idem pour les hypothèses et puis pour l'analyse des résultats avec des analyses donc, thématisées suivant les thèmes de vos hypothèses, des synthèses, des comparaisons. Donc là, ce n'est plus de la forme, c'est du fond. Donc je vous montre sur la forme comment une personne a pu travailler chacun de ces thèmes en prenant que des verbatims sur chacun des thèmes utilisés dans chacune des hypothèses, donc pour comparer juste les verbatims. Voilà. Ici, vous avez une autre présentation avec une partie expliquée. Vous voyez, donc là, ici, on a du quali avec le renvoi donc, aux répondants et qui donc nous renvoie vers des annexes. Ici, on a une combinaison avec du quanti. Donc là, c'est donc clairement un extrait donc, de l'étude d'un questionnaire qui est comparé aussi
avec l'analyse Kali qui est juste là, hein, donc le guide d'entretien. Donc il y a une confrontation du Canti avec le Kali qui donc est aussi utilisé. Donc là, n'hésitez pas à insérer des illustrations de votre Canti. Vous voyez par exemple là ce qui manque clairement, c'est que là ce n'est pas légendé. Et donc ça manque. Il aurait fallu ici rajouter figure et donc et rajouter le titre de cette figure qui manque dans la partie ici Canti, dans cette illustration de l'analyse des données. Donc soyez bien rigoureux, soyez bien méthodique pour ne pas oublier, pour que votre travail soit le plus, entre guillemets, parfait possible, même si c'est difficile d'être parfait. Alors, vous allez dans votre présentation vérifier vos hypothèses ou vos propositions de recherche. Là aussi, hein, vous allez faire des tableaux, etc., que vous n'oublierez pas de titrer et de sourcer et d'actualiser vos tables de tableaux ou de tables de figures de manière à toujours permettre une exhaustivité de la présentation et à permettre aux enseignants, aux membres du jury de pouvoir aller directement, pourquoi pas, sur vos tableaux de vérification. Donc là, ce sont des exemples de présentation, de vérification des hypothèses avec les explications issues des entretiens et le fait que l'hypothèse est partiellement validée ou totalement validée. Vous avez une proposition à gauche, vous avez ici une autre proposition pour montrer comment on peut mettre en forme la vérification et la validation ou pas de ces hypothèses de recherche. Vous n'oubliez pas non plus de prévoir des limites et des prolongements dont vous pouvez faire une sous-partie dans votre présentation de mémoire ou que vous pouvez peut-être insérer au fur et à mesure. N'oubliez pas que c'est un item donc, qui est apprécié dans la grille d'évaluation. Vous pouvez donc montrer que votre littérature n'était peut-être pas suffisante ou peut-être au contraire qu'elle était peut-être trop complexe et qu'elle s'est éloignée du terrain. Votre échantillon a peut-être en lui-même des limites, que ce soit dans le nombre ou dans la diversité des répondants. Vos choix méthodologiques qui auraient peut-être pu compléter, n'hésitez pas sans pour autant détruire le travail énorme que vous avez déjà fait. Vous pouvez aussi invoquer des biais de négativité, de positivité, des biais qui sont liés à votre participation, à votre implication et qui fait que vous n'êtes pas forcément neutre dans l'étude que vous êtes en train de faire, notamment si vous faites une observation participante. Votre mémoire doit présenter aussi des recommandations et des préconisations qu'il va falloir structurer le plus possible, sauf qu'en fait, arrivé à ce moment-là du mémoire, il ne vous reste plus grand-chose comme page, peut-être qu'il vous reste 4 ou 5 pages maximum. Il va falloir donc présenter vos quelques préconisations, certainement vos 3. Moi, j'en préconise pas, enfin, je recommande pas d'en faire plus que 3. Préconisations, recommandations. Et donc, de manière à les présenter de manière un peu structurée, sachant que vous êtes contraint par la place, d'utiliser donc de structurer la présentation avec les objectifs que va permettre d'atteindre donc des objectifs de la préconisation, du planning, de la mise en œuvre, des outils, des ressources que vous allez utiliser, etc. Donc, j'ai mis, par exemple, vous pouvez la présenter sous la forme peut-être d'un tableau, d'un QQ au QCP, sachant que l'oral sera le moment où vous allez pouvoir développer notamment la mobilisation, la mise en œuvre, la construction de vos recommandations et préconisations. Vous pouvez aussi présenter, mais vous n'avez pas beaucoup de place, je le rappelle, les limites de vos recommandations et préconisations. Donc là, voilà un exemple de présentation de recommandations. Voilà, et après, ça peut bien sûr être juste une partie rédigée. Votre mémoire va se conclure, il y a la conclusion du mémoire, puis après il y aura une conclusion générale. La conclusion du mémoire, c'est la conclusion de votre littérature, la conclusion de votre démarche, la conclusion de vos résultats, la conclusion sur vos recommandations. Donc c'est une conclusion qui est en fait très longue, elle tient sur une page. La conclusion générale est une conclusion sur votre parcours, ça va faire une demi-page. C'est la conclusion de votre DSCG et une ouverture sur ce que vous allez vouloir devenir professionnellement ou pourquoi pas de manière universitaire, je n'en sais rien. Alors, on n'a pas tout à fait fini parce que après dans le mémoire, donc il y a votre bibliographie. Cette petite diapo est là pour vous expliquer que vous devez absolument respecter les normes et donc notamment les normes APA pour écrire comment vous écrivez le nom de l'auteur en entier, avec la première initiale de son nom en majuscule, ensuite des minuscules, juste l'initiale de son prénom en majuscule, et on met des points après les initiales des prénoms, et ensuite on met des virgules pour bien tous les séparer, etc. Là, vous avez une codification en couleur avec l'explication en première ligne et l'application en deuxième ligne. Vous avez comment on fait des références avec les ouvrages, comment on réalise les références pour les articles de revue, pour les pages internet, etc. Donc normalement avec ça, il n'y a aucune raison pour que votre bibliographie ne soit pas correctement formalisée, sachant que Word a un assistant bibliographique qu'on va regarder tout de suite. Si on va dans Word,
Voilà, ici, quand vous êtes dans vos références, quand vous êtes dans vos bas de page, regardez, il vous propose de réaliser au style que vous voulez, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est APA, eh bien, votre bibliographie, que moi, il ne pourra pas faire puisque je n'ai pas inséré de vraie bibliographie. Voilà, et donc là, vous pourrez cliquer et là, vous allez pouvoir insérer la bibliographie qui sera insérée, que vous pourrez aller vérifier. Et l'intérêt d'avoir inséré des notes de bas de page partout, ainsi que dans votre, enfin partout, tout au long de votre partie de méthodologie, enfin, et de littérature, c'est que du coup, il va pouvoir automatiser la bibliographie comme il a pu automatiser donc vos tables et vos sommaires. D'accord? Donc ça, c'est important, vous l'avez ici. Donc je vous invite vraiment, dans un souci de gain de temps et d'exhaustivité, à bien référencer tous vos arguments, des notes de bas de page, et vous pourrez ainsi insérer votre bibliographie. Ensuite, de quoi on parle? Ensuite, on parle donc de la bibliographie qui est présentée ici. Je vous rappelle que vous devez toujours dans cette bibliographie laisser entre l'initiale de la référence et la marge de 2,54 cm et la suite de la référence doit se trouver à 1,5 à 2 lignes en dessous, double interligne, et la deuxième phrase de la référence, deuxième ligne de la référence doit commencer à 1,27 cm de la première initiale de l'initiale du premier nom de la référence. Hein. Donc là, 2,54 par rapport au bord de page, là, ici, et là, c'est 1,27 entre Autissier et la ligne qui commence par organiser. Et ensuite, c'est aligné sur donc l'écart de 1,27. Ici, double interligne. Vous classez vos références par ordre alphabétique. Et vous voyez que tout figure, hein, donc le titre, il faudrait que les titres soient parfois, faites attention sur les ouvrages en italique, ce qui n'est pas forcément, je vois le cas ici. Alors après, là, on essaie d'être parfait, hein, donc, et on n'oublie pas hein, les numéros de pages qu'on a utilisés ou les plages de pages qu'on a utilisées, tout ça doit être bien précisé. Là, on voit un travail vraiment de qualité et soigné. Vous n'oubliez pas, si vous avez utilisé des pages internet, donc de mettre en place votre cytographie webographie qui sera distincte de la bibliographie, dans lesquelles vous mettrez les liens URL exacts que vous avez consultés. On peut cliquer dessus et se retrouver sur la source directement et la date à laquelle vous les avez consultés pour la dernière fois. Je vous invite à le faire le plus tard possible, de manière à vous assurer que vos références existent toujours à quelques jours de la date du dépôt. Donc, voilà, donc généralement, donc fin août. Ensuite, vous avez votre table des annexes, ça je vous l'ai montré tout à l'heure, et vos annexes. Alors là, j'aimerais qu'on aille donc sur les annexes. On va retourner dans Word. Hop, et dans Word, donc on peut avoir des annexes, et notamment, j'en avais fait une ici. Cette annexe, forcément, vous y renvoyez, donc dans vos annexes, on va y retrouver notamment toutes vos retranscriptions, voilà, et puis peut-être des documents que vous avez pu exploiter, des documents internes, des études, ou je ne sais pas, une décision de justice que vous avez pu exploiter, donc c'est en annexe. Ces annexes sont numérotées. Je vous ai montré tout à l'heure comment les numéroter. Et cette annexe, en fait, vous allez l'exploiter, forcément, vous allez y faire référence à un moment donné dans le corps de votre mémoire. Quand vous en faites référence, bah, par exemple ici, on va se dire qu'ici, je vais faire référence à l'annexe 1. À cet endroit-là, ici, je dis que ben, ça, en fait, c'est un lien avec mon annexe 1. Donc, pour le faire, je vais créer un renvoi. Je vais donc cliquer sur renvoi et je vais lui demander, donc du coup, de me renvoyer à l'annexe et à l'annexe 1 qui s'appelle paysage. Ça pourrait être à l'annexe 2, voilà, mais alors là, ça va être l'annexe 1. Et donc, je décide non pas de mettre la légende entière, parce que sinon, il va m'écrire tout ce qui est écrit en bleu ici, mais je vais lui demander de me mettre le texte et le numéro uniquement. Et donc, je vais faire insérer. Voilà, vous voyez, il vient de le faire apparaître. Alors là, en fait, du coup, perso, petit conseil, je vais faire fermer, je vais la supprimer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, ce que j'aime bien, mais après, c'est mes petites névroses qui vont s'exprimer ici. Donc, on va faire un renvoi à l'annexe 1. Et, non, du coup, je me suis trompée. Je vais commencer par ouvrir une parenthèse et maintenant je vais faire mon renvoi. Voilà, renvoi, annexe 1, texte et numéro uniquement. Je vais faire insérer, je vais faire fermer et je vais fermer ma parenthèse. Et une fois que c'est fait, voyez, hop, ça me renvoie à l'annexe 1 directement. Si on va dans le mémoire de Léa pour constater ça,
Voilà. On voit par exemple qu'il y a de temps en temps des renvois aux annexes. Alors, du coup, bien sûr, là, je suis sur une page où je ne vais pas la trouver, donc je vais remonter un peu plus haut. Je vais bien trouver un renvoi quelque part à une annexe. Hop, hop, hop. Et vous allez voir, voilà, ici, vous voyez, CF, annexe 12. Et vous cliquez, on clique et c'est parti, on y va directement. Ça facilite donc le confort de lecture pour l'enseignant, enfin pour l'enseignant ou pour l'expert qui va donc lire votre mémoire et qui a besoin de circuler de manière aisée dans votre mémoire, dans les annexes ou autres. Donc là, vous savez maintenant faire un renvoi direct vers, vers l'annexe. Alors quand j'ai fait ça, je l'ai fait vers l'annexe. Vous pouvez faire des renvois vers autre chose. Donc, c'est à vous de préciser dans catégorie. Vous pouvez faire un renvoi vers une figure. Et comme j'ai référencé mes figures, je peux lui demander donc du coup de renvoyer à la figure 3. Par exemple, laine. Et je vais demander, donc si je vais demander par exemple le texte et le numéro uniquement, voilà. Et je vais lui demander d'insérer. Et hop, bon, là il l'a fait ici parce que c'est ce que je lui ai demandé. Et donc là, je vais faire hop, je me suis trompée, je fais annuler, pas de panique. Et donc, par exemple, dans mon document, je vais dire qu'ici, je veux que ça renvoie à l'N3. Voilà, ici, je veux que ça renvoie à l'N3. Donc, j'ouvre ma parenthèse, je fais mon renvoi. Et donc, je fais mon renvoi à, j'ai dit, à l'N3. Voilà, texte et numéro uniquement. Je fais insérer. Je fais fermer. Je fais fermer la parenthèse. Et vous voyez, ça m'a renvoyé, ça m'a tout de suite renvoyé. Et si je clique, c'est actif, ça me renvoie à ma figure. Voilà, donc là, vous faites des renvois, ce qui permettra, donc je le rappelle, au lecteur de circuler aisément dans votre document. Alors, je n'ai pas tout à fait fini, encore un petit peu de courage pour finir cette présentation. Nous avons presque fini, vous voyez, on est aux annexes, donc on est à la fin. Les liens hypertextes aussi, si vous voulez renvoyer vers un autre document ou vers un autre emplacement que vous pouvez utiliser, qui sont dans Word aussi, et que vous allez trouver ici parfois dans Insertion, Liens. Voilà, et là, vous avez vos liens. Vous pouvez rajouter des liens pour être dans un emplacement dans le document ou ailleurs, mais pour ouvrir un autre document. Mais là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans le mémoire. Vous pourrez avoir intérêt à le faire ça dans votre PowerPoint. Donc là, on utilise renvoi et je pense que ça vous permet déjà de faire un travail qui sera déjà de qualité, je pense. À la fin du mémoire, vous devez penser à votre table des matières. Donc, il y a un sommaire au début qui tient sur une page et à la fin, il y aura une table des matières qui, elle, ne tiendra pas sur une page parce que vous allez tout y mettre. Elle est très, très détaillée. Donc, pour la faire, vous allez donc aller dans Word. Vous allez aller tout à la fin de votre travail, une fois que vous aurez tout fini. Et donc, ça sera à faire vraiment à la fin, à la fin. Vous avez prévu un petit table des matières, ce qui fait que la table des matières figure bien sûr dans le sommaire. On sait qu'il y a entre guillemets, un sommaire détaillé, table des matières. Vous allez aller dans Références, vous allez rajouter une table des matières, vous allez donc utiliser une table des matières personnalisée. Cette fois-ci, vous allez mettre tous vos niveaux de titres. Donc le 4e, le 5e si vous en avez fait 5, voilà. Vous faites attention à ce que tout soit bien coché, vous faites OK. Il va vous proposer de remplacer la table des matières et là vous allez lui dire non parce que vous voulez garder votre sommaire et que vous voulez en plus une table des matières. En fait non, il vous obéit et il fait une table des matières et là vous voyez que je vois apparaître mon titre de niveau 4. Voilà, et donc la table des matières, au fur et à mesure, va donc forcément beaucoup plus grande parce qu'elle va faire apparaître tous les niveaux de titres. À la différence du sommaire, qui est au début, qui tient donc sur une page et qui ne fait apparaître que les 3 premiers niveaux de titres. Si jamais votre sommaire dépasse la page, une fois que vous avez fini votre sommaire, vous sélectionnez tout votre sommaire comme ici. Vous allez aller dans Accueil, vous allez réduire donc ici l'interligne, option d'interligne. Vous le réduirez par exemple à 0 et vous réduirez, s'il le faut, l'espace ici de manière à serrer et à ce que ça tienne que sur une seule page. Et donc, si jamais ça ne suffit pas, vous irez sur ce A avec la petite flèche bleue là qui descend et vous réduirez la taille de la police jusqu'à ce que ça tienne sur une seule page. Ce travail est à faire à la toute fin de votre mémoire, une fois que vous avez tous vos titres qui ont été faits et vos 3 premiers niveaux de titres et que vous avez tout fini de rédiger. J'espère que pour vous, tout ça c'est OK. J'espère vous avoir accompagné avec efficacité.
et que vous êtes rassuré sur le travail qui est à accomplir. Je vous souhaite donc beaucoup de courage dans la rédaction de votre mémoire ou de votre rapport de stage, si cette vidéo peut vous servir aussi pour votre rapport de stage dont le niveau d'exigence est moindre. Et je vous dis beaucoup de réussite. À bientôt sur le podcast du feedback. Bye bye! Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!